Bonjour, c'est Japanman et bienvenue dans cette lecture manga du mois d'août 2021. Et allons-y. Alors, on va commencer donc avec les tomes 12, 13 et 14 de Dragon Ball Super par Toyotaro d'après le scénario d'Akira Toriyama. Donc Dragon Ball Super, ce qui est cool ces derniers temps, c'est que du coup on entre dans des arcs originaux, ce qui fait que, parce que par exemple tout ce qui était fait en animé, en fait je savais déjà parce que je voyais des reviews des épisodes, des même ouais, enfin c'était difficile d'échapper aux spoilers ou quoi que ce soit. Et du coup, j'en ai déjà fait part, mais le fait que maintenant ce soit des arcs originaux, c'est quand même sacrément cool. Sinon, toujours ce truc, bon je vais pas vous montrer chaque couverture je pense, mais toujours ce truc plutôt cool que, alors là c'est pas le cas, mais derrière je pense, oui voilà, d'avoir des couvertures alternatives en dessous ou derrière ou des jaquettes, ça c'est toujours super cool. Et voilà, et du coup là l'histoire avance pas mal, l'arc Moro à mon avis est bientôt fini. J'aime bien comment ça se développe l'arc Moro, comment ça part. Le côté, je vais pas spoiler, mais il y a un personnage notamment que vous voyez sur une des jaquettes là, mais bon il y a plein de personnes donc ça vous spoil pas normalement, qui a un délire d'absorption, de copie, vous voyez un truc très Dragon Ball en fait, quand tu regardes Cell, tu regardes Majin Buu, voilà, même d'autres, genre Piccolo, techniquement c'est le Piccolo qu'on connaît, c'est une fusion de plusieurs Namek. Voilà, depuis le début Dragon Ball c'est très dans le j'apprends des techniques, j'absorbe des gens, ce genre de trucs. Et du coup, je trouve que ce méchant en l'occurrence est très bien, est très Dragon Ball. Même si, je vous avoue qu'il a un pouvoir peut-être un peu trop facile, un peu trop, comment dire. Enfin, Majin Buu aussi, il avait un pouvoir très facile, mais le pouvoir du gars, en l'occurrence, ça fait un peu pouvoir de jeu vidéo, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça fait un peu genre compétence spéciale de jeu vidéo, ce qui le rend un peu craqué en vrai. Voilà, et surtout qu'en plus, à un moment, il y a un truc qui fait que le pouvoir devient encore plus craqué quand un autre personnage, bah, j'essaye de pas spoiler, mais à un moment le pouvoir devient encore plus craqué. Et voilà, donc ça, juste petit, ça fait moins plausible, on va dire, le fait que, ok, il a ce pouvoir-là, mais après, il se passe un truc, et ce pouvoir-là devient infini, donc c'est encore pire. Mais bon, sinon, très cool. J'aime bien comment ça se développe, personnellement. C'est pas... c'est plutôt cool. Sinon, il y a un truc dont je voulais parler vite fait, c'est les cyborgs. Parce que vous voyez, donc le méchant de l'arc, c'est Moro. Moro, son pouvoir c'est quoi? C'est de absorber l'énergie vitale de toute chose. Et après de se la donner à lui. Donc en plus ça le rend carrément... Non seulement il affaiblit ses adversaires jusqu'à la mort s'il veut, et en plus lui ça le rend plus fort. Bon déjà ok, ça c'est un pouvoir balèze, mais bon c'est un grand méchant, voilà. Les grands méchants d'avant ils étaient super forts aussi. Ok, ça se joue. Mais il y a un truc qui se passe, c'est que ça ne marche pas sur les cyborgs, sa compétence. Pourquoi? Parce qu'on a établi dans Dragon Ball que les cyborgs n'avaient pas de ki, n'avaient pas de... Vous voyez, genre, Son Goku et tout ça ne peuvent pas les détecter par leur énergie, ils ne peuvent pas tomber à court de ki ou de quoi que ce soit. Pourquoi? Alors sur le papier, c'est parce que c'était des cyborgs. Donc ils étaient, entre guillemets, artificiels. Sauf que dans les faits, déjà à l'époque, c'était un petit peu alambiqué. Parce que faut partir. Alors après, je me souviens peut-être mal. J'ai pas Dragon Ball, ça fait Dragon Ball tout court slash Dragon Ball Z, ça fait longtemps que j'ai pas expérimenté, mais de mémoire, on ne nous donne pas d'autre explication que le fait que c'est des cyborgs. Et je comprends l'idée. Je veux dire, ils sont artificiels partiellement. Du coup, c'est des machines, c'est pas des... Voilà, ils font pas des arts martiaux magiques. Eux, ils sont de la technologie. Tu vois. Donc, je peux, en extrapolant un peu que c'est de la science de manga, je peux imaginer que le Dr Gero leur a inventé une batterie infinie et des lances laser dans les mains. Ça passe. Tu te dis pas, voilà. Donc, ils utilisent pas de ki parce qu'ils ont une batterie infinie d'énergie. Et ils balancent des lasers parce que ils volent et tout, parce que c'est des machins technologiques qu'il y a dans leur corps qui leur permettent de faire ça. Ok. Déjà c'est un peu alambiqué, mais ça passe. Dans un manga ça passe. Surtout dans un manga un peu fantaisiste comme Dragon Ball. Mais là, contre Moro, Moro ne peut pas
prendre leur énergie vitale. Ne peut pas. En gros, Moro, si les cyborgs étaient assez forts pour battre Moro, c'est les cyborgs qui seraient les personnages tout désignés pour battre Moro. Et ça me pose un peu problème. Parce qu'en fait, Moro, ce qu'il absorbe, c'est l'énergie vitale. On le voit même absorber des énergies vitales, genre de planète. Tu vois, genre il prend toutes les plantes, tous les animaux, tous les trucs vivants qu'il y a sur la planète, il absorbe. Limite même les nutriments dans la terre, je sais pas comment ça marche exactement, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Tu sens vraiment, genre, il prend toute la vie d'une planète, quoi. Et je me dis, et s'il arrive à prendre toute la vie d'une planète, y compris des plantes et des trucs comme ça, les cyborgs, ok, ils ont pas de ki, ok, si vous voulez, on peut pas les détecter, ils ont pas d'énergie magique, art martial, ok. Mais c'est des cyborgs, c'est pas des robots. Je sais qu'il y a tout un truc avec... en français, ils ont tous appelé cyborg alors que c'est pas tous des cyborgs. En anglais, ils ont tous appelé androïdes alors que c'est pas tous des androïdes. Et en japonais, je crois que c'est des humains artificiels qu'ils appellent. Alors que... Ouais, ça passe mieux. C'est le truc qui passe mieux, je crois. Même si on pourrait débattre du fait que... Ouais, mais du coup, lui, c'est pas un humain artificiel, c'est juste un robot qui ressemble à un humain, donc c'est pas vraiment... Enfin, voilà. Mais bon. Je sais qu'il y a des problèmes dans à peu près toutes les langues pour ça, mais en l'occurrence c'est bel et bien des cyborgs, c'est 18 et c'est 17, au sens que c'est des humains à qui on a rajouté, on ne sait pas à quel degré, mais on suppose que ils sont quand même encore raisonnablement humains, vu qu'ils ont l'air... vu que par exemple ils ont des enfants. Voilà, donc c'est des humains qui ont été upgrade avec des parties mécaniques internes, on suppose, vu qu'on les voit pas à l'extérieur. Donc voilà, donc ça reste des êtres vivants, c'est pas des robots. Tu vois, à la limite, si c'était C16, je peux comprendre que C16, lui, s'il avait ressuscité pour une raison ou une autre, ou quelqu'un l'avait refabriqué, je sais pas, lui, je pourrais comprendre que contre Moro, ton pouvoir ne marche pas, je suis un robot, j'ai zéro truc organique. Mais C17 et C18, même s'ils ont pas de ki, même s'ils ont pas de... en fait, c'est quand même des êtres vivants. Il y a quand même une partie, ils ont quand même 2 ou 3 organes encore humains. Sinon, c'est vraiment juste des robots, quoi. Sinon, je vois pas comment ils ont des enfants. Mais voilà. Donc ça, c'était parce qu'en fait, le truc, c'est que tu sens qu'ils ont voulu garder la continuité, garder ce petit détail de ah, c'est des cyborgs, du coup, ils ont pas de ki, ils ont pas d'énergie vitale, etc. Mais je trouve que ça a un peu fait maladroitement parce que du coup, c'est pas très logique. Déjà, à la base, c'était moyen logique. Fallait assumer quand même que le Dr Gero, il ait fait ci, il ait fait ça, si j'ai rien oublié, bien sûr, etc. Alors que là, c'est vraiment, là tu te poses vraiment des questions, vous voyez ce que je veux dire? Vraiment en mode, mais attends, ça marche pas sur... Pourquoi ça marche pas sur les cyborgs? Parce qu'ils sont quand même un peu humains, donc ils sont vivants. Donc c'est quoi le délire? Donc voilà, bon. Après si ça se trouve on sait pas, mais dans Dragon Ball, il y a un organe, c'est l'énergie vitalium. C'est un organe qui se trouve entre le cœur et les poumons, et qui sert à faire de l'énergie vitale, et puis en fait les cyborgs ils ont été remplacés par un truc comme ça mécanique. Mais voilà, vous voyez là faut partir dans des délires abracadabrantesques où t'inventes un organe en plus au perso de Dragon Ball. Mais bon voilà, après n'hésitez pas à me le dire parce que Dragon Ball Z, j'ai pas tous mes souvenirs à 100%, hein. Ça m'est arrivé en plus ça m'est déjà arrivé d'oublier des trucs qui se sont passés que j'ai lu il y a 2-3 mois, donc bon, on sait jamais. Mais pour l'instant je trouve que c'est un peu maladroit ce truc avec les cyborgs. Même si tu sens que derrière il y avait le souci du détail qui était plutôt appréciable. Mais du coup, bon bah, l'enfer est pavé de bonnes intentions, quoi, comme on dit. Mais sinon, ça restait une expérience très cool, ces tomes de Dragon Ball Super. J'aime bien comment ça évolue. Je suis curieux de voir si le prochain film, Dragon Ball Heroes, Super Héros, un truc comme ça, un truc avec un héros, dans le titre, je suis curieux de voir si, je pense que oui, hein, s'il va prendre place après le manga ou si le manga commence vraiment à se dissocier des animés slash films. Mais dans tous les cas, je crois qu'il y a un autre arc après. C'est ça qui est un peu dommage, hein, encore une fois, c'est qu'avec des trucs genre One Piece ou Dragon Ball Super, tu peux te faire spoiler les 2-3 petits éléments par-ci par-là, et du coup je sais déjà que le prochain arc ce sera l'arc Granola. Après, de quoi ça parle, je sais pas, sûrement d'un méchant qui s'appelle Granola. Bon voilà. Mais en tout cas, plutôt cool, Dragon Ball Super, j'aime bien. Ensuite, le tome 1 de Fooly Cooly par Pika Édition. Ah oui, j'avais oublié, c'était Glénat, hein, Dragon Ball juste avant, bon vous le savez, c'était marqué dessus, mais bon. Alors, Fooly Cooly, c'est par Gainax pour l'œuvre originale, donc c'est un animé je pense, et Hajime Ueda pour le dessin. Du coup,
qu'est-ce qu'on peut en dire de Fooly Cooly? Alors, si vous suivez les autres lectures du mois, vous savez que Fooly Cooly, je vous en ai déjà parlé. Alors en fait, voilà un peu la timeline de comment ça s'est passé. Fooly Cooly, j'étais tombé dessus, dans un magasin d'occasion. Je l'avais vu. La couverture, je trouvais plutôt intrigante. Et en plus, il y a une espèce de texture, je sais pas si ça se voit bien à la caméra. Et du coup, je m'étais dit, oh tiens, ça je tenterais bien. J'ai regardé le prix, c'était genre 3 €, un truc comme ça. J'étais en mode, bon, non, peut-être pas. Un tome 1 d'un truc que je connais pas et que je veux juste découvrir, vous voyez. Souvent, je sais plus, 1 €, 2 € si vraiment je veux un manga pour une raison ou une autre. Mais voilà. Ensuite, plus tard, j'ai acheté le tome 1 de Pika Shonen, je crois que ça s'appelle. Vous voyez l'espèce de truc de petit manga de prépublication Pika qui sortait il y a longtemps. Et dans lesquels il y a notamment le chapitre 1 de Fooly Cooly. Du coup, j'ai lu le chapitre 1 de Fooly Cooly dans ce Pika Shonen. Et... c'était, on va dire, le truc qui m'a le plus déçu du lot. Alors, c'était pas horrible du tout à lire, mais... vous voyez, il y avait des bonnes surprises, même beaucoup de bonnes surprises, hein, notamment le manga Gundam et Get Backers, sur lesquels j'étais parti plutôt pessimiste, enfin peut-être pas non plus, mais vous voyez ce que je veux dire, et qui ont été des bonnes surprises. Fooly Cooly, en l'occurrence, c'était presque l'inverse, c'était une surprise, vous voyez, c'était, ouais, bon, on comprend pas grand chose de ce qui se passe, même si je sais plus s'il y avait que 1 ou 2 chapitres, je crois qu'il y en avait qu'un. On comprend pas grand chose de ce qui se passe. Mais après il y a qu'un seul chapitre, donc est-ce que c'est parce que je lis qu'un seul chapitre ou est-ce qu'il y a une vraie raison? Bon voilà. Du coup, quand je suis retombé dans le même magasin d'occasion où où j'avais vu le Fooly Cooly la première fois et où j'ai acheté le Pika Shonen, cette fois-ci il y avait encore le Fooly Cooly, mais ils avaient baissé de prix. Normalement il coûte 1 €. Ouais voilà, c'est ça, 1 €. Pourquoi? Bah parce que personne l'avait acheté entre temps. Du coup je me suis dit, oh, bah cool, je vais me l'acheter quoi. Autant me faire l'expérience du tome 1 complet, histoire de voir un peu ce qu'il en est réellement. Et du coup voilà, donc là on en est là. Et du coup j'ai lu ce tome 1 de Fooly Cooly en sachant pertinemment que ça allait sans doute être difficile à comprendre ce qui se passe exactement. Alors, truc qui aide beaucoup, c'est que là t'as des descriptions de personnages. Donc ça c'est plutôt cool parce que le manga est plutôt cryptique à certains moments et ça aide de savoir qui est qui. Sauf que, truc que j'avais pas vu, c'est que à la toute fin il y avait encore des descriptions de personnages. Donc vous voyez au rabat de jaquette de fin. Et du coup, bon petit conseil, si vous le lisez, lisez les 2 rabats de jaquette. Parce que moi du coup j'ai lu le dernier à la toute fin, j'étais en mode ah d'accord, mais ça explique pourquoi j'étais un peu confus à un moment ou un autre. Même si, je vous avoue que j'ai réussi quand même. Quand il y avait de la confusion, j'ai réussi à recoller un peu les pièces de puzzle dans ma tête, mais bon. Le truc, c'est que du coup, c'est toujours un peu difficile à comprendre, un peu cryptique, pas très, j'ai envie de dire bienveillant, mais pas très prévenant envers le lecteur. T'as des trucs qui se passent, qui ne font pas vraiment de sens, en tout cas pas avec les éléments qu'on a. T'as des trucs... En fait, si vous voulez, dans ma tête, j'ai une maquette de ce qui s'est passé dans ce manga, dans ce tome. Mais pour que ça marche, faut que des trucs soient dans le désordre et qu'il y ait une deuxième timeline. Donc bon, ou alors qu'il y ait un truc qui soit un rêve, je sais pas. C'est vraiment pas très prévenant vers le lecteur, comme j'ai déjà dit. Franchement... à mon avis, pour définir si Fooly Cooly ça a été une découverte sympa, ou juste une découverte, enfin, vous voyez, si ça avait été une œuvre, une découverte vraiment sympa ou juste une découverte normale, quoi. Je pense que ce qu'il faudrait, c'est que je lise le tome 2. À mon avis, le tome 2, selon où ça nous mène, en fait, c'est ça qui va définir, pour moi en tout cas, si c'est... ouais bon cool, je sais que ça existe, je sais ce qui se passe vaguement. Ou ah cool, c'était un petit peu sympa de remettre toutes les pièces dans l'ordre et puis que ça aboutisse à un truc satisfaisant. Donc voilà, c'est vraiment l'aboutissement qui à mon avis va définir si je trouve ça bien ou si je trouve ça bon cool, ça existe. Mais voilà pour ça. Donc bah à voir, il n'y a que 2 tomes, donc de toute façon si je tombe sur le deuxième pas trop cher j'achèterai et puis comme ça j'aurai toute la série. Sinon la couverture je la trouve vraiment jolie, je sais pas vous, mais ce style de dessin là j'aime bien. Avec les traits bien noirs sur les côtés là. Puis non, bah, juste j'aime beaucoup cette couverture.
Et la texture pareil du... Je crois même que... Attendez, c'était ça ou pas? Ouais, j'ai l'impression que le papier a une texture un peu spéciale aussi. C'est peut-être juste moi qui me fais des idées, mais le papier m'avait paru étrange la première fois que j'avais ouvert le tome. Mais bon. Donc, je vous le conseille pas pour l'instant. Peut-être quand j'aurai lu le tome 2. Si vous voulez amuser à remettre les pièces du puzzle dans l'ordre, peut-être que je vous le conseille quand même. Mais bon. Après, c'est visiblement l'adaptation de l'animé Fooly Cooly. Enfin, l'animé ou l'OAV, je sais pas. Je sais vraiment pas. Et je me demande si du coup c'est pas entre guillemets un sous-produit. Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que par hasard ce serait pas genre, si c'est un peu cryptique, un peu voilà, est-ce que ce serait pas parce que justement c'est fait pour les gens qui ont vu l'animé où ils expliquent bien tout ce qui se passe dans l'ordre, tu comprends bien tout ce qui est les tenants, les aboutissants, et puis que du coup après c'est fait pour que les fans de la version animée achètent le manga, puis revivent des moments qu'ils ont bien aimés en manga, en remettant eux-mêmes les trucs dans l'ordre parce qu'ils ont déjà vu l'histoire quoi. Je ne sais pas, j'ai pas vu l'animé. Donc si vous l'avez vu, vous pouvez expliquer, ça me dérange pas. Sauf si vous... Enfin, ne spoilez pas quoi, le tome 2. Donc voilà. Ensuite, Chibi Karine Vampire... Non, Chibi Vampire Karine, pardon. C'est la façon dont ça écrit qui m'a trompé. Par Yuna Kagesaki aux éditions Pika. Ah, encore Pika, dis donc. Alors, Chibi Vampire Karine, j'ai été très content de tomber sur ce tome 3, parce que je vous avais présenté le tome 2 il y a quelques mois, je crois. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre le tome 1 et le tome 2, j'ai mis très longtemps, si mes souvenirs sont bons, à trouver le tome 2, justement. Et là, j'ai trouvé le tome 3 pas longtemps après le tome 2, en vrai, parce que, bon, vous le savez, hein, il y a toujours un décalage, entre le moment où j'achète un truc, le moment où je lis enfin le truc, et le moment où je vous le présente en vidéo. Il peut y avoir des mois de décalage. Pour certains trucs qui sont encore dans ma pile de lecture, il y aura des années quand vous les verrez, donc bon. Voilà. Mais celui-là, j'ai eu pas si longtemps après vous avoir présenté le tome 2. Ce qui est plutôt cool, parce que voilà quoi, c'est une série que j'aime beaucoup et que j'aimerais bien compléter un jour, mais un tome par un tome, je vous avoue que c'est pas gagné. Chibi Vampire Karine, donc toujours aussi cool. Franchement, j'adore ce manga quoi. Si vous... Ça fait partie, j'ai déjà dit, mais ça fait partie de ces trucs... J'aimerais que vous vous y intéressiez grâce à moi. Alors grâce à moi indirectement, hein, parce que il se trouve que moi j'ai lu le tome et je vous l'ai montré, et du coup ça a déclenché votre intérêt, et voilà, vous allez peut-être voir l'animé, peut-être vous allez chercher les tomes, je sais plus s'ils sont encore imprimés, moi je les achète d'occasion parce que j'ai trouvé le tome 1 d'occasion, du coup je continue d'occasion, mais voilà. Donc Chibi Vampire Karine, je vous invite vraiment à vous y intéresser. Le truc avec ce tome là, c'est que, bon après ça fait très longtemps que je l'ai vu moi l'animé, mais j'ai l'impression que le manga est peut-être un peu plus dark que l'animé. Parce que le truc c'est que dans l'animé, j'ai pas souvenir qu'il se passe certains trucs qui se passent dans ce manga. Alors après encore une fois, mes souvenirs sont flous, mais il se passe vraiment des trucs un peu plus dark que ce que je me souvenais. Bon après qui sait, hein, parce que par exemple je me surprends régulièrement quand de temps en temps je me dis ah tiens j'aimerais revoir l'opening, et je me surprends à quel point je me souvenais pas que l'opening était comme ça. Ceux qui ont vu l'opening verront peut-être ce que je veux dire, mais disons qu'il y a beaucoup de symbolique on va dire, mais ouais, donc en tout cas, Chibi Vampire Karine, très très cool, comédie romantique, voilà. Il y a de l'enjeu quand même, il y a du drama, il y a du... voilà, tu t'es investi. Enfin, personnellement, je suis investi. Après, vous, je sais pas, mais voilà, très curieux. Donc s'il y a vraiment des différences avec l'animé, ce que je peux pas confirmer, parce qu'encore une fois, ça fait des années que j'ai pas vu l'animé, je suis encore plus curieux de le lire, en fait, parce que du coup... C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui ont été supprimés entre guillemets pour l'animé. Et ça m'intrigue vraiment beaucoup. Donc, vraiment toujours aussi cool. Ensuite, on va s'intéresser à Persona 3 par Tsuji Sogabe d'après le jeu de Atlus aux éditions Manabook. Donc on a les tomes 8, 9, 10 et 11. Donc celui-ci est le dernier. Encore une fois, ces étiquettes, j'adore. C'est un petit détail, mais j'adore à quel point à chaque fois c'est dans le thème. C'est des étiquettes dernier tome. Je crois qu'on en a vu beaucoup de Manabooks d'ailleurs, donc peut-être que c'est surtout eux qui font ça. Mais bon, donc ce manga Persona 3. Pourquoi j'ai mis aussi longtemps à parler de ces 4 tomes là?
Bah tout simplement parce que j'avais acheté le tome 8 je sais plus quand, puis le tome 9, et quand il y avait le 10 et 11 qui sont sortis, en fait je me suis dit que, bah comme vous connaissez sans doute ma règle des 3 tomes de retard maximum, et vous savez aussi sans doute que je suis très limite sur les timings et les plannings et l'argent, et que du coup je fais en sorte d'acheter vraiment mes mangas au dernier moment si possible. Mais ce qui fait que quand je suis dans une situation à la Persona 3, c'est-à-dire où j'ai moins de 3 tomes à acheter pour arriver à la fin du manga, donc c'est-à-dire qu'il y en aura plus qui vont arriver, donc c'est-à-dire que je suis safe pour toujours en fait, tant que j'achète pas ces derniers tomes, en termes de 3 mangas de retard. Et donc du coup quand je suis dans ce genre de situation, bah ces derniers temps j'ai tendance à juste ne pas acheter le manga pour l'instant. Ce qui fait que j'ai mis très longtemps à m'acheter les derniers tomes de Persona 3. Parce que j'étais dans une safe zone en fait. Je pouvais pas avoir plus de 3 tomes de retard vu que c'était fini et que j'avais moins de 3 tomes à acheter. Et donc voilà, c'était pour ça que j'ai mis très longtemps à m'acheter les derniers tomes. Et du coup très longtemps à lire ceux que j'avais déjà achetés. Et voilà, c'est pour ça. D'ailleurs, il y a une autre série dans ce cas-là qui arrive, que j'ai déjà lu, parce qu'on est déjà au mois de septembre quand je tourne ça. Et donc que je sais qu'il sera déjà dans le mois dans la lecture du mois prochain. Mais sinon j'en ai encore plein en réserve comme ça. Il y a Demon Tune, il y a la troisième partie de ReZero, il y a quoi d'autre? Il y a Platinum End, il y a je sais plus. Il y en a plein des mangas qui sont dans ce cas-là dans mes lectures. Et du coup voilà, c'est pour ça, si jamais vous voyez pas un truc, vous voyez un truc qui arrive, il y a Ranin Demi aussi, si jamais vous voyez un truc qui arrive pas pendant longtemps dans les lectures, bon pour ceux qui en ont quelque chose à faire de si tel manga ou pas arrive dans les lectures, hein. Mais c'est pas que j'ai abandonné, c'est que bah c'est la fin et du coup bah j'attends tout bêtement d'avoir un petit budget bonus, un petit truc qui se passe pour que voilà, j'achète. Parce que sinon, tant que je les achète pas, ils sont dans une safe zone en fait. Donc autant les laisser là et acheter les trucs qui sont pas safe pour pas dépasser les 3 tomes de retard. Mais voilà, donc du coup ça c'était une petite parenthèse. Mais sinon, Persona 3. Alors, les autres fois où j'en ai parlé, j'ai souvent dit que j'avais des petits problèmes avec la narration, avec comment les choses étaient amenées, qui étaient du genre à... qui rendait un peu confus, quoi, qui était pas très clair, pas toujours très clair, et des fois avec des histoires de flashback, et de flashback dans le flashback, et de trucs pas clairs. Voilà, et j'avais aussi dit que de plus en plus, en avançant, l'histoire devenait, je trouvais, de mieux en mieux amenée, de mieux en mieux narrée, de manière à ce qu'il y ait de moins en moins ces problèmes de clarté. Donc je le pense toujours. Donc là, ces 4 tomes en l'occurrence étaient plutôt fluides à lire, plutôt bien, tu comprenais bien tout ce qui se passait. Mais j'aimerais apporter une nuance. C'est un truc que j'ai réalisé, alors c'est un truc que j'avais sans doute déjà remarqué, mais pas réalisé, je sais pas si vous voyez. Enfin c'est un truc que j'avais vu quoi, mais qu'à mon avis j'avais pas complètement capté dans mon cerveau. Vous voyez, je m'étais pas fait la remarque, mais en fait, c'est que quand ils sont dans le Tartarus, je crois que ça s'appelle, donc quand ils sont en mode oh, on va combattre des monstres et tout, le tour des pages, le blanc entre les cases devient noir, comme dans un flashback. Et à mon avis, ça déjà, ça a dû jouer à un moment ou un autre sur la confusion. Je pense. Je suis pas sûr, mais je pense. Il y a bien un moment dans le truc où ça m'a fait attends quoi, on est dans un flashback ou pas? Donc, déjà, ça c'est peut-être que le manga est légèrement... Enfin, en fait, ça dépend comment tu vois les choses. Parce que on est d'accord que le tour des cases noires, c'est une convention de manga qui, dans 90% des cas, signifie on est dans un flashback. Donc, est-ce que c'est une convention immuable ou est-ce que c'était bien tenté d'essayer d'en faire autre chose? Je sais pas, ça je suppose que c'est à vous de voir ce que vous en pensez. Mais voilà, en tout cas, moi je pense que ça a joué sur la confusion à un moment ou un autre. Alors je pense pas que ce soit le seul facteur, parce que je me souviens clairement d'une ou deux scènes où il y avait vraiment des flashbacks dans le flashback, mais pour de vrai, genre sûr. Donc bon. Mais ayez ça en tête, si vous décidez de le commencer, ce manga Persona 3, peut-être qu'il sera un peu mieux que ce que moi j'ai vécu. Donc voilà, toujours ça de prix, hein, si ça se trouve, un petit peu mieux. Moi si le manga s'avère un petit peu mieux et que dans ma prochaine lecture, il est encore plus facile il est plus facile à appréhender. Franchement, c'est que du bonus. C'est que du bon.
Donc voilà, concernant ce petit point. Sinon, comme j'ai dit, il s'améliore pas mal, donc au fil du temps. Et en fait, je savais pas d'ailleurs, mais il a mis super longtemps à être paru, apparaître, parce que genre dans une des post-face, ça parle de Persona 5. Donc en fait, le manga, il a duré super longtemps. Ça parle même de plusieurs années de parution, je sais plus exactement combien, mais c'était beaucoup, genre ça m'avait surpris. Donc voilà, donc le mangaka a vraiment évolué au fil des tomes, ça c'est cool à savoir. En plus, petit truc marrant, je crois que genre au tome 9 il dit bon bah c'est le dernier, puis en fait au tome 10 il fait non bah bon ok mais cette fois c'est le dernier, et puis au tome 11 il fait bon cette fois c'est vraiment le dernier. Donc bon, c'est un peu marrant ça, quand tu sais combien il y en a à l'avance et qu'on te dit que c'est le dernier alors que tu sais qu'il en reste 2 ou 3. C'est plutôt rigolo, mais voilà. Donc comme le manga s'améliore de plus en plus au fil du temps et qu'à la fin je pense qu'il rend justice à peu près au jeu, je suis assez pressé de lire le Persona 4 dont j'ai le premier tome déjà dans mes piles de lecture, mais bon du coup je vais m'acheter je pense que dans un futur proche je vais m'acheter les trois qui me manquent parce qu'il y en a 4 là qui sont sortis pour l'instant. Donc voilà, ma règle des 3 tomes de retard, hein, je vous ai déjà dit. Donc je vais pas attendre qu'il y en ait un 5ème, je vais acheter les 2, 3, 4 prochainement. Donc du coup j'espère que dans Persona 4, parce que je crois que c'est le même auteur, il aura tiré directement parti de tout ce qu'il a, de toute l'amélioration qu'on a eu dans Persona 3. Et que du coup Persona 4 sera bien, entre guillemets, dès le début. Voilà. Donc sinon vraiment manga qui au final est cool, malgré ses défauts, il est cool quand tu arrives à les arcs, on va dire, que tu arrives à isoler, même dans les parties qui étaient moins claires, sont très cool, parce que bah, c'est le scénario de Persona 3. Le seul bémol autre que ça que je pourrais trouver, c'est éventuellement les combats. Alors les dessins sont très jolis, mais les combats sont un peu confus, je trouve. Après, bon voilà, ça se trouve c'est une question de perception des choses, hein. Peut-être que quelqu'un d'autre trouverait les combats très clairs, mais bon. Du coup, si c'est bien le même auteur, j'espère que Persona 4 sera à la hauteur. Et en attendant, je suis content quand même d'avoir pu expérimenter Persona 3, parce que j'ai jamais pu jouer au jeu. Parce que bon, le seul moyen en termes de console qui me serait accessible, c'est la version PSP. Sauf que bah, pour la trouver à moins de je sais pas combien de centaines d'euros, bah vas-y, hein, faut la trouver quoi. Donc bon. C'est quand même cool d'avoir pu expérimenter ça via le manga. Sachant qu'en plus, contrairement à Persona 4, il n'y a pas vraiment... Enfin si, il y a genre des films, je crois, des OAV, qui font l'animé Persona 3, entre guillemets. Mais bon, c'est pas le truc le plus digeste à regarder, je préfère les séries, personnellement. Donc voilà, c'était le truc que j'aurais peut-être jamais expérimenté moi-même. Enfin, là, on est dans les 25 ans de Persona, je crois. Donc, s'ils me ressortent Persona 3 sur Switch ou je ne sais quoi, un remake ou quoi que ce soit, alors que je viens de finir le manga et que j'étais en mode bon bah de toute façon je pourrais jamais y jouer, allez c'est pas grave si je peux spoiler l'histoire, je serais bon peut-être pas dégoûté parce que je suis quand même content d'avoir ce manga, mais un peu en mode ah bah vous le faites exprès ou quoi. Donc c'est pour ça, Persona 4 je pense que je vais attendre au moins la première annonce des 25 ans parce qu'elle est jaune la première annonce, donc ça doit être un truc en rapport avec Persona 4. Je vais attendre au moins la première annonce des 25 ans pour lire le manga Persona 4, je pense. Mais bon voilà, Persona 3, voilà, donc c'est une série terminée maintenant dans ma collection. Et c'est sympa. Et donc, le dernier manga de cette vidéo, c'est Vigilante My Hero Academia Illegals. Tome 9, 10 et 11. Donc, Vigilante, toujours très cool. En plus, là, on se retrouve avec un arc qui mélange romance, drama, etc. Qui sont des choses que j'aime bien. Donc moi, je suis content que ça évolue comme ça, là. Ça a même des airs de fin, un peu, au début. Enfin, au début, genre, je sais plus. Je crois qu'il y a là, il y a la fin d'un arc, après il y a le début de celui dont vous voyez les illustrations sur les tomes 10 et 11. Et ben, cet arc-là, il sonne un peu comme un épilogue, presque, au début. C'est genre, vraiment, il y a eu un time skip, bon, pas si grand que ça, mais il y a eu genre un petit time skip, il y a du drama avec des persos qu'on suit depuis le début, enfin voilà. Mais c'est toujours très cool, Vigilante. Pour moi, Vigilante, au début, c'était extraordinaire. Ensuite, ça a un peu redescendu quand ça a commencé à devenir
caméoland pour les personnages de MHA, même quand c'était pas forcément pertinent. Et là, ça remonte tout doucement. Quand je dis que ça a baissé, c'est pas que c'est devenu nul. Hein. Genre, si vous imaginez la courbe que je vous expliquais, genre, oh, c'est trop bien, ça redescend un petit peu, et puis là, ça remonte doucement. Et ben, cette courbe-là, elle serait genre quand même au-dessus. Vous voyez, si on fait une ligne nulle sur le graphique, et ben, la courbe, elle est quand même au-dessus de nul. Hein. C'était bien tout le long, mais c'était moins bien à un moment, je trouvais. Là, j'ai l'impression qu'ils commencent à mettre les caméos de manière un peu plus intelligente, j'ai envie de dire, de manière un peu plus consistante, vous voyez. Ça s'intègre mieux dans l'univers, quoi. Parce que genre, quand t'avais le frère de gars qui court vite dans... Excusez-moi, moi les noms, vous savez. Moi et les noms, on se connaît pas. Mais ouais, le gars qui court vite dans My Hero Academia, à un moment tu vois son frère par exemple dans Vigilante. C'était pas scandaleux parce que c'était juste à cette époque-là, tu savais pas qu'ils allaient faire je savais pas qu'ils allaient faire un caméo tout le temps. Ils allaient faire des caméos toutes les 3 secondes. Mais c'était pas spécialement un caméo pertinent. Comme c'était le début, ça m'a pas choqué, mais bon, voilà quoi. Et puis au fur et à mesure, bon, là je trouve que les caméos sont relativement bien intégrés quand il y en a. Truc dont je voulais parler vite fait en rapport. Dans ces tomes, notamment dans le 11, à un moment il y a un personnage qui a des pouvoirs passifs, j'ai envie de dire, des pouvoirs corporels, vous voyez, genre comme non bah justement c'est un mauvais exemple, comme Tsuyu, vous voyez Tsuyu dans My Hero Academia, cette fois j'avais le nom, c'est une fille grenouille. Donc son pouvoir c'est un truc passif, c'est physique. C'est d'être une grenouille, enfin d'avoir des features de grenouille corporellement. Ok, pas de problème. C'est même un des pouvoirs, techniquement c'est même un des types de pouvoirs les plus cohérents avec la prémisse de My Hero Academia qui est que les gens ont commencé à avoir des pouvoirs génétiques entre guillemets, parce qu'il y a le truc du doigt de pied, je crois, il manque un os dans le doigt de pied ou je sais plus quoi. Quand tu as des pouvoirs, c'est genre une évolution génétique parce que c'était inutile ou je sais plus quoi. Excusez-moi, j'ai plus les détails, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est une sorte de mutation, c'est un peu des X-Men en fait, les alters comme on te le présente au tout début. Du coup, voilà, les mutations type Tsuyu, c'est le truc le plus logique, je le trouve personnellement. Mais ça pose quand même une question. Parce que dans le tome 11, justement, on voit à un moment un personnage avec une mutation, un alter de ce type-là. Donc un alter de type physique, animal, qu'elle a depuis sa naissance logiquement, qui se trouve être presque volé. Donc pas volé, mais tu vois, genre ça passe juste à côté. Genre presque, parce qu'il y a plusieurs moyens dans l'univers de My Hero Academia, en tout cas pour le moment connu, il y en a déjà plusieurs, si je ne dis pas de bêtises, de supprimer / voler un alter. Mais la question du coup, vu que là c'est passé de justesse, c'est... Mais qu'est-ce qui se passe quand tu voles un alter comme ça, un alter corporel passif de naissance? Parce que ok, si tu voles le pouvoir de cracher du feu, de tirer du feu avec les mains, et de la glace de Shoto, bah ok, bah juste le mec, il reste pareil, à la limite, ouais non, il reste pareil, c'est tout. Genre il tire plus de feu avec ses mains, et voilà, c'est tout. Mais si tu voles le pouvoir de grenouille de Tsuyu, est-ce qu'elle redevient progressivement humaine? Est-ce qu'elle reste grenouille, mais pour une raison bizarroïde, elle peut plus tirer la langue? Comment ça se passe? Est-ce qu'elle meurt? Parce que juste son alter fait partie d'elle, et puis bah, tu lui enlèves, bah elle meurt. C'est vraiment une question qui se pose en fait. Et que du coup, vu que c'est Vigilante qui m'a fait me poser la question, je vous la partage. Hein. Voilà. Donc, si vous avez des idées... Alors des idées par contre, parce que si jamais vous lisez les scans ou je ne sais quoi, ou vous avez... J'ai un tome de retard je crois sur My Hero Academia, ou vous avez un tome d'avance sur moi, et que vous me dites clairement ce qui se passe, là ça va pas me plaire parce que ça va me spoiler. Mais si vous avez des idées genre personnelles, parce qu'il s'est encore rien passé dans les scans, parce qu'il s'est rien passé dans le tome que j'ai pas lu, donc qu'est-ce qui se passe quand on pique son alter à un personnage d'alter passif comme ça, d'alter physique, bah, vous pouvez les partager parce que moi j'ai plein d'idées, mais du coup je sais pas laquelle est retenue. Donc voilà. Donc mis à part ce petit questionnement, j'étais plutôt immergé dans cette lecture. Enfin même le questionnement m'a pas spécialement gâché la lecture, hein. C'est juste que bon voilà, je me suis posé la question.
franchement, Vigilante, dès le début, j'avais pas mal de... j'allais dire d'affect, mais... aussi oui, mais c'est pas exactement le mot que je cherchais. J'ai dès le début trouvé ça très cool, Vigilante, franchement. Je le dis à chaque fois, je crois, mais encore une fois, à un moment, je trouvais même mieux mieux que la série principale. Surtout vers le début. Donc quoi qu'il en soit, je suis très content de voir les personnages que j'ai suivis depuis le début évoluer. Et trouver leur voie, et trouver... Voilà, moi je suis pressé de voir le moment où Vigilante ce sera fini, et où t'auras, allez c'est obligé, tu l'auras ton petit caméo de The Crawler dans MHA tout court, dans My Hero Academia normal. C'est obligé qu'à la fin, à un moment, il y a un petit caméo, même dans le fond, même à un moment quand il y a un désastre dans une ville, il est dans le fond, il glisse sur le sol pour aller sauver des gens. Je suis sûr qu'on le verra à un moment. Bah, sauf s'il meurt à la fin de Vigilante, ça je sais pas, mais j'espère pas quand même, parce qu'il est sympa. Notre petit The Crawler, Cranerman comme on dit. Donc voilà, c'est aux éditions Kiun, j'ai oublié de le dire, pardon. Scénario par Hideyuki Furuhashi, dessin par Betancourt et concept original par Kohei Horikoshi. Voilà, vous le saviez hein, de toute façon. Enfin, peut-être pas pour les scénarios de dessin, mais Kohei Horikoshi, c'est sûr que vous le saviez. Enfin, sûr, je sais pas en fait. Parce qu'en vrai, les auteurs qu'on retient ou pas, vous voyez, souvent One Piece, tu retiens, Fairy Tail, tu retiens, Bleach, Naruto. Tout ça, c'est des auteurs qui sont tellement connus que tu retiens leur nom. My Hero Academia aussi, par exemple. Enfin, personnellement, c'est comme ça que ça marche. Moi, je retiens... En vrai, je retiens surtout les auteurs de gros mangas. Ce qui est bizarre, parce que c'est même pas forcément mes préférés. Dragon Ball aussi, tu retiens. Genre Bleach, Naruto, c'est des mangas que j'aime bien, mais qui sont pas du tout mes préférés. Pourtant, j'ai retenu l'auteur plus facilement que, par exemple, l'auteur de... je sais pas, l'auteur des mangas... les auteurs des mangas Pokémon... Pokémon spécial, par exemple, je les connais pas. Alors que j'en ai lu plein aussi des Pokémon spécial. Mais ça doit être une histoire de popularité tout bêtement. Plus il est populaire, plus on en parle, plus le nom est dit, plus le nom est dit, plus tu le retiens facilement. Ça doit être un délire comme ça. Oh, ils veulent s'enfuir les tomes. Donc voilà. Sinon, ouais, aussi, les tranches me font penser à un truc. C'est que j'aime bien le côté inspiration de super-héros, mais on se contente pas d'un archétype de super-héros par personnage. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, il y a un personnage qui est un méchant et qui, à la base, a l'air d'être plutôt inspiré de Flash, mais qui, à un moment, par exemple, a un costume qui fait penser à Nightwing. Et bah, j'aime bien ce côté, parce que moi, en fait, si tu m'avais dit, ouais, bah lui c'est Flash, quoi, en gros, dans mon histoire, mais en méchant, j'aurais peut-être pas pensé à m'inspirer d'un autre personnage pour un autre moment, pour un autre... Je trouve ça cool en fait comme inspiration multiple pour un seul personnage. C'est cool qu'ils fassent pas juste de leur personnage un ersatz de tel super héros ou un ersatz de tel super méchant. Non, il y a un petit côté, oui non c'est un personnage, on prend des éléments d'un super héros, des éléments d'un super méchant, des éléments de... voilà, on fait notre petit truc, mais on se contente pas de prendre Spider-Man, de mettre un sticker My Hero Academia dessus, de changer légèrement sa backstory, et puis voilà, non, on prend notre personnage et on lui intègre des éléments des super-héros bien connus. Ça, je trouve ça cool. Donc, My Hero Academia, Vigilante, toujours très cool. Franchement, je suis désolé, mais Team Up Mission, on n'a aucune chance quoi, à côté de celui-là comme spin-off. Team Up Mission, c'est vraiment genre le spin-off, comme pas mal de spin-off pour Fairy Tail, quoi. C'est des spin-offs pour le fun. Qui sont même pas canon, logiquement. Je suis sûr que Team Up Mission n'est pas canon. Ou alors il y a un problème de cohérence, parce que, comme je vous l'ai déjà dit, il y a la rencontre avec le gars qui a des plumes, là, qui se fait à la fois dans My Hero Academia et dans Team Up Mission. Donc c'est pas cohérent si jamais Team Up Mission est canon. Mais voilà. Donc, Vigilante My Hero Academia, très très cool. Alors, pour le coup de cœur du mois, j'ai choisi Persona 3. Pourquoi ? Alors, j'ai failli prendre Chibi Vampire Karine, mais j'ai quand même choisi Persona 3 pour plusieurs raisons. Notamment parce que, déjà, c'est la dernière fois qu'on verra ce manga à part si je le relis, mais bon, ce sera pas avant quelques années minimum. Donc c'est la dernière fois qu'on voit ce manga, donc bon, si j'hésite, autant lui laisser l'honneur. En plus de ça, c'est un manga qui, mine de rien, s'est amélioré tout le long. Donc on peut pas lui enlever ça.
En plus de ça, en fait, le truc qui m'a... en plus du timing de « Ah, j'ai plus ça à lire, donc je peux lire Persona 3, etc. » dans ma pile de lecture, qui a aidé, c'est aussi le fait que j'ai joué à Persona 5. Enfin, j'ai fini là, Persona 5. Peu de temps avant de lire les derniers tomes de Persona 3. Donc ça m'a... mon affect pour Persona était assez haut à ce moment-là. Donc ça a rendu la lecture encore plus agréable. Et en plus de ça, un truc qui m'a... j'ai oublié de parler en plus avant, mais ça tombe bien du coup. Et qui m'a pas mal impressionné à la fin de Persona 3. C'est qu'à un moment, il y a une morale, disons, il y a un petit... un discours du méchant... qui après est plus ou moins contredit par les gentils du coup, mais qui fait exactement écho, donc qui se passe à la fin, qui fait exactement écho à la morale à la fin de Persona 5 en fait, qui est, sans rentrer dans les détails pour pas vous spoiler ni Persona 3 ni Persona 5, qui est que si les humains eux-mêmes ne le veulent pas, on peut pas les aider en fait. C'est ce côté... si les humains, si le grand public, si tout le monde veut, que ce soit la fin du monde, veut être dans l'ignorance, veut être, voilà, ce sera le cas. Et à chaque fois, à la fin des jeux, le seul moyen que tu sauves le monde, c'est que les humains, en tout cas au moins ceux avec qui tu as tissé des liens dans les jeux, mais souvent même les autres, finissent par comprendre, te donnent leur énergie un peu, t'encouragent, et eux-mêmes veulent se sortir de la situation. Pas que juste qu'une équipe de héros réussisse tout en battant le méchant. Pour battre le méchant, il faut que les humains, que l'humanité veuille s'en sortir. Et ça, c'est une morale qui se retrouve beaucoup dans Persona 5 et qui était aussi dans Persona 3. Enfin, si j'en crois le manga. Et ça, du coup, j'ai trouvé ça génial, cet écho là, d'un truc qui pourtant, si c'est bien basé sur le jeu, a été écrit des années avant. Donc c'est bien que Persona soit une licence qui soit thématiquement consistante à un tel point. Donc ça c'est cool. Et j'ai remarqué en plus parce que j'ai joué à Persona 5 pas longtemps avant, donc c'est peut-être une remarque que vous n'aurez pas vue ailleurs. Et d'ailleurs, vu qu'on est sur la fin, il y a un autre truc que j'avais oublié de dire, c'est un truc qui m'a un peu surpris. À la toute fin de Persona 3, je m'attendais à voir un truc en rapport avec une porte. Comme ça, je vous spoil pas, mais ceux qui comprennent comprendront. Voilà, il y avait une certaine porte que je m'attendais à voir à la fin de Persona 3, quelque part dans le manga, et que je n'ai pas vue. Donc je me demande, est-ce que la fin du manga est différente de celle du jeu? Parce qu'en plus, ça m'a d'autant plus surpris que quand je voyais des vidéos sur YouTube ou quoi que ce soit qui parlaient de la dite porte, l'image qui était utilisée pour illustrer, c'était souvent une image de manga. Donc je m'attendais encore plus à voir la dite porte dans le manga, mais je ne crois pas l'avoir vue, à part si j'ai sauté une page sans faire exprès, mais... donc où est cette fameuse porte? Bon, encore une fois, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, pourquoi il insiste sur une porte, mais... vous voyez la porte. Si vous connaissez Persona 3, vous voyez de quelle porte je parle. La porte de la fin. Donc voilà. C'est donc le coup de cœur du mois. Il l'a bien mérité. Bon, dommage pour... désolé Chibi Vampire Karine, mais bon, franchement, vu la qualité de Chibi Vampire Karine, avec tous les autres tomes, il y aura d'autres chances, c'est pas ça qui va manquer. Persona 3, tu as mérité ta place sur le podium, ouais. Alors, c'est donc la fin de cette vidéo. Donc, comme d'habitude, des lecteurs très bien. Alors, je le dis à chaque fois, hein, bon, vous avez l'habitude maintenant. Bah après, bon, ça m'étonnerait qu'un jour j'ai des lectures mauvaises, en fait. Faudrait vraiment que j'ai plus de budget, que du coup je m'achète que des mangas d'occasion un peu nuls parce qu'ils coûtent que 1 euro, que ce soit des découvertes un peu décevantes. Et là, vous aurez peut-être un jour où je dirais, ouais, des lectures un peu moyennes, ce mois-ci. Mais bon, voilà, quoi. Donc voilà, on constate toujours 3 tomes, là il y en a 4, je vous ai expliqué pourquoi. Là c'est des trucs d'occasion. Vous voyez, je respecte beaucoup ma règle des 3 tomes de retard. Hein. Ce qui fait que bon, voilà, peut-être que ça se trouve, peut-être que le tome 12 de Dragon Ball Super ça vous aurait intéressé, mais à l'époque où il est sorti, bon bah pour ça, hein, dommage. Mais bon, moi je vais pas, je peux pas me permettre de toute façon. Si je pouvais, j'achèterais tous les tomes dès qu'ils sortent, hein, bien sûr, et je les lirais immédiatement.
Mais bon, n'empêche, ça a ses avantages, j'en ai déjà parlé, mais le fait de pouvoir les lire d'affilée, ça a aussi un petit cachet, quoi. Ça fait que t'as la continuité de l'action. Donc bon, sa préférence, hein. Moi j'ai tendance à préférer, quand je peux, avoir toute la série d'un coup, et tout lire d'affilée. Mais dans le cas de séries en cours, forcément c'est pas possible. Sauf si je décide d'arrêter de les suivre et d'attendre que tout soit sorti. Mais bon, si je fais ça, en fait, quand tout sera sorti, je devrais dépenser des tonnes et des tonnes d'argent. Donc bon, ça m'arrange pas forcément beaucoup. Mais quoi qu'il en soit, c'était des lectures très cool. Enfin, encore une fois, je vous invite à lire ou à regarder Chibi Vampire Karine. Bon, ça fait un peu propagande. Je sais, moi-même, j'aime pas trop quand on essaye de trop me forcer la main sur un truc. Je le répète juste, histoire que... Voilà, là c'est la fin de la vidéo. Si vous n'avez pas d'animé à regarder, et que vous aimez bien tout ce qui est romance, hein, oui, parce que si vous aimez pas et que c'est votre bête noire, forcément allez pas vous torturer, mais voilà, si vous avez plus de manga à lire ces derniers temps, si vous avez plus d'animé à regarder ces derniers temps, et que là, à la fin de la vidéo, je vous le dis là, comme ça vous pourrez chercher vite fait sur Google, voir si ça vous dit ou pas. Mais dans tous les cas, j'espère que ça vous a intéressé un minimum, que vous avez... appris des choses, je pense pas, mais que vous avez voilà, découvert des trucs. En tout cas, si jamais vous avez quelque chose à en dire sur ces mangas, n'hésitez pas. Moi, je suis ok pour discuter dans les commentaires. C'était Japanman, à plus.